Bienvenue à ce séminaire du CQSS. Mon nom est Marie-Dion Tremblay, je suis coordonnatrice au CQSS. On a des gens aujourd'hui, bienvenue, des gens qui sont à l'Université Laval à Québec. Bonjour. Des gens qui sont à l'Université de Sherbrooke aussi. Bonjour et bienvenue. Et bienvenue aux gens qui sont dans la salle ici. Je pense qu'il y en a plusieurs parmi vous pour qui c'est la première visite au CQSS. Donc, je vais juste vous inviter à aller visiter notre site web qui est au cqss.umontréal.ca. Vous allez voir qu'on offre toutes sortes de formations. On offre aussi des bourses aux étudiants qui travaillent avec les données qui sont accessibles ici. Ce qu'on fait principalement ici, c'est on offre l'accès aux microdonnées des grandes enquêtes de Statistique Canada et de l'Institut de la statistique du Québec à des fins de recherche. Donc, visitez notre site web, vous allez avoir plein d'informations sur ce qu'on fait au CIX. Aujourd'hui, on reçoit Isabelle Daigneault, qui est psychologue clinicienne et professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal. Elle vient nous présenter les résultats de ses recherches qu'elle a fait avec ses collègues sur le volet victimisation de l'enquête sociale générale. Donc, avant qu'on commence, je vous demanderai à tous, si vous avez des questions ou des commentaires, juste attendre à la fin de la présentation. On va avoir une grande période là, où vous allez pouvoir poser vos questions et discuter avec Mme Daigneault. Et puis, pour les gens qui sont dans la salle ici, si vous avez des questions ou des commentaires, je vous demanderai juste de prendre le micro pour que les gens qui sont à Québec et à Sherbrooke puissent vous entendre comme il faut. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Daigneault. Merci beaucoup. Peut-être juste une petite mise en contexte par rapport à l'étude. Effectivement, je l'ai fait avec Martine Hébert et Pierre Macduff. Pour ceux qui étaient venus les entendre parler, je suis désolée, il y a juste moi qui est ici aujourd'hui. Je l'ai fait dans le cadre de parler plus fort. Ah oui, dans le cadre d'une recherche, de mon stage de recherche postdoctorale, qui était en partie financé par le CQSS, donc j'ai eu une bourse de recherche postdoctorale ici, et aussi par le CRIPCAS, qui est le Centre de recherche interdisciplinaire pour les problèmes de couple et des agressions sexuelles, dont vous voyez le logo apparaître à l'écran. Donc j'étais membre étudiante et maintenant membre en tant que professeur et chercheur du CRIPCAS. Il y a Martine Hébert aussi et Pierre Macduff qui sont membres de ce centre de recherche-là. Et on a utilisé pour l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui les données de l'enquête de santé générale de Statistique Canada sur la victimisation de 1999. Donc, depuis, il y en a eu une autre, si je ne me trompe pas, en 2004, sur la victimisation, mais quand on a commencé là, à faire l'étude, les données 2004 n'étaient pas disponibles. Donc, j'ai commencé 2003-2004 à faire les analyses sur cette banque de données-là. Et c'est ça. Donc, je vais commencer déjà juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Celui-là, c'en est une que j'ai oublié d'enlever, je suis désolée. Au niveau de... je vais vous parler de la prévalence tout à l'heure, je ne donnerai pas des chiffres tout de suite parce que dans le fond, ces chiffres-là sont les plus pertinents, donc je ne donnerai pas ceux d'autres études. Mais pourquoi on a voulu, nous, faire une étude sur... essayer de comprendre, dans le fond, est-ce qu'il y a un lien entre l'agression sexuelle dans l'enfance des personnes qui vont en rapporter et le fait d'être victimisé par la suite à l'âge adulte. Une des raisons, c'est qu'on sait qu'il y a des conséquences à l'agression sexuelle dans l'enfance et il y a aussi des conséquences à la violence conjugale et à la victimisation à l'âge adulte et qu'il y a une accumulation quand il y a les deux types de violences. Et donc, on voulait essayer de trouver ce qui nous permettait de prédire la revictimisation parce qu'on veut diminuer l'impact et l'accumulation des conséquences qui vont s'additionner avec le temps. Et aussi parce qu'on est intéressé par la prévention de l'agression sexuelle. Martine Hébert et moi, entre autres, on travaille sur des évaluations d'efficacité de programmes de prévention qui sont offerts aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes. Et on avait quelques indices que dans la littérature que les personnes qui ont déjà vécu une agression sexuelle, qui reçoivent un atelier de prévention dans les écoles, par exemple, vont moins bénéficier de ces programmes-là, donc vont non seulement pas apprendre, mais on pensait même développer des attitudes davantage négatives ou favorables à l'agression sexuelle, d'une certaine manière. Donc, il y avait toutes sortes de raisonnements autour de ça. Donc, nous, on voulait essayer de voir qu'est-ce qui pourrait nous aider à comprendre la revictimisation et donc adapter, si on veut, des programmes de prévention à ces populations spécifiques-là de femmes et d'hommes qui ont déjà vécu une agression sexuelle et donc on voudrait aider à prévenir la revictimisation par la suite. Ça va-tu pour ça? C'était comme le rationnel derrière l'étude, si on veut. Ce qu'on a regardé... il y a des choses qui bougent entre les deux. Je suis désolée. On a transformé la présentation de Mac en PC, là, puis il y a tout le temps des petites affaires qui bougent. Donc, ici, le type d'étude, c'était... Après ça, tous les autres points, ça devrait être 1, 2, 3, 4. Là. Ça devrait être numéroté, mais en tout cas, ça n'apparaît pas numéroté.
Donc, 4 types d'études qu'on a retenus juste pour faire un premier relevé de la littérature sur la revictimisation et les facteurs de risque à la violence dans les relations amoureuses chez les adultes. Le premier type d'étude, et ici je mets des acronymes parce que c'est toujours très long là, de les écrire, puis ça fait des acétates qui sont très chargés. Donc, ASE, c'est agression sexuelle durant l'enfance. Et on a regardé donc un premier type d'étude qui s'intéresse aux agressions sexuelles durant l'enfance comme facteur de risque à l'agression sexuelle à l'âge adulte. Donc vraiment très spécifiquement ici, agression sexuelle enfance et agression sexuelle adulte. Il y avait un autre type d'étude, le deuxième, là, qui se trouve avec la troisième ligne ici, le deuxième qui regardait l'agression sexuelle durant l'enfance comme un facteur de risque pour la violence dans les relations amoureuses à l'âge adulte en général, donc pas nécessairement sexuelle. Et là, ici, alors que le premier type d'étude regardait l'agression sexuelle à l'âge adulte, peu importe le type d'agresseur, donc ça pouvait être un conjoint, mais ça pouvait être un inconnu aussi. Le deuxième type d'étude regarde l'agression sexuelle durant l'enfance en tant que facteur de risque pour la violence dans les relations amoureuses, spécifiquement, mais donc pas spécifiquement l'agression sexuelle dans les relations amoureuses, donc la violence psychologique, physique et sexuelle aussi. Le troisième type d'étude regardait d'autres facteurs de risque qui pouvaient nous aider à prédire la violence dans les relations amoureuses à l'âge adulte. Donc, au-delà de l'agression sexuelle durant l'enfance, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les études qui nous permettaient de prédire la violence dans les relations amoureuses? Donc, entre autres, on va les regarder plus en détail, là, mais les caractéristiques des victimes, par exemple, qui ont été regardées. Et le quatrième et dernier type d'études qu'on a regardé sont des études qui s'intéressaient plus spécifiquement à des sous-populations de personnes qui rapportaient déjà avoir vécu une agression sexuelle et qui se demandaient, parmi ces personnes-là, quels sont les facteurs qui nous permettraient de prédire ceux et celles qui vont revivre une victimisation plus tard et ceux et celles qui n'en revivront pas. Donc là, contrairement au premier type d'étude qui regarde dans une population générale, par exemple, ceux qui ont été agressés, ceux qui n'ont pas été agressés sexuellement durant l'enfance, est-ce que ceux qui ont été agressés sont plus à risque de vivre de la violence dans leur relation amoureuse plus tard? Donc, dans une population générale. Le quatrième type d'étude s'attarde à une population vraiment plus spécifique là, de personnes qui rapportent déjà une agression sexuelle durant l'enfance. Et qu'est-ce qui nous permettrait de différencier ceux qui sont plus vulnérables ou plus à risque d'être victimisés plus tard? Ça va pour ça? C'est important comme de voir la distinction, là, parce que nos objectifs vont découler un peu de ces types d'études-là. Donc, le premier type d'études, ce que ça nous donnait, c'est vraiment un résumé des études. Je ne vais pas toutes vous les citer puis vous dire tous les résultats de chaque étude, mais ce qu'on trouvait de manière générale quand on regarde les premiers types d'études, donc l'agression sexuelle durant l'enfance, ce qu'on trouvait, c'était que c'était associé à un risque accru de viol et de violence sexuelle de la part du conjoint. Donc, viol, pas nécessairement de la part du conjoint, et de violence sexuelle de la part du conjoint. Mais ces études-là se sont surtout attardées à des populations d'adolescentes et de femmes. Donc, on n'a pas d'indicateur pour les hommes par rapport à cette question-là. Ce qu'on trouvait, entre autres, dans certaines des études, là, une étude notamment qui a fait une recension qui trouvait que parmi toutes les études recensées, ce qu'on trouvait en moyenne, c'est que 2 personnes sur 3 qui rapportent une agression sexuelle durant l'enfance, et si encore ce sont surtout des femmes, vont rapporter à l'âge adulte une agression sexuelle. Donc, peu importe ici le type d'agresseur, que ce soit un conjoint ou pas un conjoint. Ça va pour ça? Donc, 2 personnes sur 3, là, 2 tiers des personnes agressées dans l'enfance, dans ces études-là, rapportaient aussi une agression sexuelle, spécifiquement sexuelle à l'âge adulte, peu importe l'agresseur. Ici, on est encore dans le premier type d'étude, donc une autre conclusion, c'est qu'il y a certaines indications, mais très très peu, que les hommes qui rapportent une agression sexuelle durant l'enfance, c'est de l'agression physique. APE, c'est agression physique durant l'enfance, ont aussi un risque accru de victimisation sexuelle. On se pose encore la question, et là, est-ce que à l'âge adulte? Donc, on se pose encore la question, il y a certains indices, mais on ne le sait pas vraiment. On n'a pas tant que ça de chiffres qui nous permettent de conclure aussi bien qu'on peut le conclure pour les femmes. Le deuxième type d'étude maintenant, qui regardait encore une fois le fait d'être agressé sexuellement durant l'enfance, est-ce que c'était un facteur de risque pour, à ce moment-ci, la violence dans les relations amoureuses de manière plus générale?
Donc, pas seulement l'agression sexuelle, mais donc ici, dans le contexte d'une relation amoureuse. Ce qu'on trouvait, c'est que l'agression sexuelle durant l'enfance, en général, dans les études, était associée, encore une fois, à un risque accru de violence conjugale, assez général. Ici, les limites des études, encore une fois, c'est qu'elles étaient surtout effectuées auprès de femmes et surtout regardaient la violence physique. Donc, la violence conjugale était définie de différentes manières selon les études, là, mais de manière générale, c'était surtout la violence physique qui était regardée, donc pas sexuelle et pas la violence psychologique non plus. Ou en tout cas très peu. Il y a très peu d'études qui regardaient ces types de violences-là. Le troisième type d'études, donc ce qui nous donne comme information nouvelle et qui regardait d'autres facteurs de risque, donc de violence dans les relations amoureuses, mais encore ici, surtout la violence dans les relations amoureuses physiques. On a très peu regardé la violence psychologique ou sexuelle dans les relations amoureuses. On regardait surtout les caractéristiques des victimes. Et ce qu'on trouvait, là, encore une fois, c'est vraiment un résumé de l'ensemble des études qu'on a consultées, c'est que les victimes de violences dans les relations amoureuses sont surtout des femmes jeunes qui proviennent des minorités ethniques, qui ont un niveau socio-économique faible, peu scolarisées, sans emploi et qui présentent des... Là, je l'ai mis limitations, c'était en anglais, limitations, c'est des limites dans leurs activités quotidiennes, soit au travail, à la maison, à l'école, et dues à toutes sortes de raisons. Dans l'étude que je vais vous présenter, je vais vous le définir plus spécifiquement dans notre étude, ce qu'on voulait, ce qu'on entendait par là, mais donc on avait un des résultats qui nous disait, donc les personnes qui présentaient certaines limites dans leur quotidien étaient plus à risque de vivre de la violence dans leur relation amoureuse. Il y a très peu, mais certaines études qui ont regardé des caractéristiques des conjoints, principalement des hommes, qui agressaient leurs partenaires pour essayer aussi, encore là, de comprendre qu'est-ce qui peut placer quelqu'un davantage à risque dans une relation amoureuse de vivre de la violence. Et là, ici, en s'attardant plus aux caractéristiques des conjoints. Encore une fois, ici aussi, c'était des personnes qui étaient plus jeunes, qui étaient peu scolarisées, sans emploi, qui avaient un faible revenu, qui provenaient de minorités ethniques et qui rapportaient de la victimisation dans l'enfance eux-mêmes et qui avaient des problèmes de consommation d'alcool ou de drogue. Donc ici, ça, c'est le portrait un petit peu plus là, du conjoint de la victime, dans le fond. Hein? Ou les caractéristiques des hommes qui font qu'ils sont plus susceptibles d'agresser leur partenaire. Bonjour. Et encore, là, je fais un petit aparté sur les graphiques. Vous me direz si c'est facile à comprendre. C'est des choses que vous ne comprenez pas. J'ai expérimenté avec des nouveaux. D'habitude, je fais des tableaux avec des chiffres. Puis je trouve que ce n'est pas très parlant. J'essaie de faire des graphiques pour que ça le soit plus. Mais bon, je ne le connais pas bien. C'est la nouvelle version là, de mon logiciel. Puis des fois, là, ça paraît moins bien. Puis c'est un petit peu moins clair. Donc, s'il y a quelque chose là, que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire. Donc, le quatrième type d'études, qui était ceux qui s'attardaient plus spécifiquement aux personnes, encore ici, généralement des femmes qui rapportaient de l'agression sexuelle dans l'enfance déjà. Donc, parmi celles-ci, quelles étaient les caractéristiques qui nous permettaient de différencier celles qui vivaient plus tard de la victimisation de celles qui n'en vivaient pas. Ici, ce qu'on trouvait... pour prédire, ça c'est agression sexuelle à l'âge adulte, donc les premiers carreaux, la première ligne, l'agression sexuelle dans l'enfance, parmi celles qui étaient agressées sexuellement dans l'enfance, celles qui avaient une agression qui est survenue à l'adolescence plutôt qu'à l'enfance, donc plus tard dans leur développement et plus proche du moment où on les évalue. Celles qui provenaient de minorités ethniques ou qui rapportaient aussi de la violence physique dans l'enfance, donc en plus de l'agression sexuelle, étaient plus susceptibles de revivre une agression sexuelle à l'âge adulte, comparativement à celles qui en avaient vécu des agressions sexuelles dans l'enfance, donc plus jeunes versus l'adolescence, qui ne provenaient pas de minorités ethniques et qui n'avaient pas vécu de violence physique en plus de l'agression sexuelle durant l'enfance. Donc ici, là, ça nous donne certains indices là, du type d'agression qui rend... dans cette étude-là, les femmes plus vulnérables à revivre de l'agression sexuelle. Et il y avait certaines études qui ne regardaient pas spécifiquement la revictimisation sexuelle, mais physique. Donc, le APA, la dernière ligne en bas, c'est agression physique à l'âge adulte. Ici, ce qu'on trouvait, c'était que l'âge, le faible niveau socio-économique et le fait d'appartenir à une minorité ethnique étaient associés à davantage de risques de revivre une agression, mais à ce moment-ci physique, à l'âge adulte et non sexuel. L'âge, c'était le plus jeune âge. Donc, plus les personnes étaient jeunes, plus il y avait de risques de revivre une agression physique à l'âge adulte, donc au moment où on les évalue, dans le fond. Ça va pour ça? Donc ça, c'est vraiment le contexte théorique à partir duquel
on élabore notre étude, donc en connaissant ces données-là, ce qu'on veut faire après ça, et connaissant, avant de poser les hypothèses, les limites des études. Donc, c'est important de s'y attarder. Je vous en nomme quelques-uns depuis le début, mais donc, ce sont surtout des études qui incluent des femmes dans leurs échantillons. Ils ne s'intéressent pas beaucoup aux hommes, ni en tant que victimes, ni en tant que conjoints ou agresseurs. Donc, on regarde aussi surtout les caractéristiques des victimes pour essayer d'expliquer leur vulnérabilité et en excluant les agresseurs et les caractéristiques des agresseurs, pour essayer d'expliquer que la conjointe de cette personne-là est plus vulnérable ou plus à risque. Généralement, dans les études aussi, ce qu'on faisait, c'est qu'on amalgamait tous les types de violences ensemble, surtout à l'âge adulte. Donc, on disait violence conjugale et ça ne nous disait pas est-ce que la personne est plus susceptible de vivre, par exemple, de la violence psychologique, physique ou sexuelle, et ni si c'était vrai dans tous les cas. Donc, c'était pas si bien défini que ça, le type de violence, et c'était confondant parfois. Et parfois aussi, les sources de violence n'étaient pas spécifiées. Donc, on disait que quelqu'un va vivre une agression sexuelle à l'âge adulte, mais on ne disait pas si c'était de la part d'un conjoint ou d'un inconnu, par exemple, ou d'un amoureux, ou quelqu'un que la personne connaît ou pas. Donc, ça, c'était une des limites des études qui ne nous permettait pas de conclure très spécifiquement. Ce qu'on regardait aussi à l'âge adulte, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais c'était surtout la violence physique dans les relations amoureuses, très peu psychologique et sexuelle. Et généralement, c'était de petits échantillons non représentatifs, souvent de sous-populations, soit de femmes qui consultent en thérapie, qui demandent de l'aide. Et donc, on peut avoir un portrait intéressant pour ces femmes-là, mais pas représentatif de l'ensemble de la population, donc incluant des femmes qui ne consulteraient pas, par exemple, pour des problèmes ou pour de la violence. Donc, on voulait tenter de pallier ces limites-là des études, dans le fond, par l'utilisation, entre autres, des données de Statistique Canada. Et ce qu'on voulait documenter, donc ici d'abord, on a 3 objectifs. Encore ici, il devrait y avoir, au lieu des points, ça devrait être des chiffres. Donc, le premier objectif, la première ligne, le premier point, c'est de documenter la prévalence de 5 types de violences dans la population canadienne. Ici, c'était l'agression sexuelle durant l'enfance, l'agression physique durant l'enfance, la violence psychologique à l'âge adulte, la violence physique à l'âge adulte et la violence sexuelle à l'âge adulte dans le contexte de relations amoureuses. Donc, à l'âge adulte, c'était vraiment très spécifiquement dans le contexte d'une relation amoureuse et ça excluait des violences qui pouvaient être perpétrées par des personnes qui n'étaient pas un conjoint. Donc, là, ici, on a choisi, nous, de se spécifier, spécialiser, si on veut, juste sur les relations amoureuses. Notre deuxième objectif, le deuxième point, donc, était de voir, comme vous vous en doutez, de revoir, dans le fond, si l'agression sexuelle dans l'enfance prédit la violence dans les relations amoureuses, mais là, spécifiquement pour chacun des types de violences, donc psychologique, physique et sexuelle. Et on voulait faire ça aussi. Ça, c'est une des limites que je n'ai pas écrites, dans le fond, mais les autres études ont très peu considéré des covariables. Donc, on regardait le lien entre agression dans l'enfance et agression à l'âge adulte, mais peu en considérant, par exemple, l'âge, le niveau socio-économique, qu'on sait déjà qu'ils sont des variables qui peuvent placer certaines personnes à risque. Donc, nous, ce qu'on a voulu, c'est ajouter ces variables-là dans notre modèle pour, dans un premier temps, les contrôler, donc s'assurer que toutes choses étant égales par ailleurs, niveau socio-économique, âge, etc., qu'on pense qu'ils peuvent affecter le risque de vulnérabilité ou de revictimisation. Est-ce que l'agression sexuelle durant l'enfance demeure un facteur qui nous permet de prédire dans la victimisation à l'âge adulte? Est-ce que ça demeure un prédicteur important? Le troisième point, et là, on veut faire ça je ne l'ai pas précisé, mais chez les hommes et chez les femmes, donc qui était aussi une lacune des études antérieures. On veut regarder, parmi tous les répondants, ceux qui nous disent rapporter de la violence dans les relations amoureuses, ont-ils été ou non agressés sexuellement ou physiquement dans l'enfance, autant chez les hommes que chez les femmes. Et le troisième objectif était, on voulait le faire à la fois chez les hommes et chez les femmes, mais on n'a pas pu parce qu'il y avait très peu d'hommes qui rapportaient de l'agression sexuelle durant l'enfance. Et là, avec les données de Statistique Canada, il y a toujours des problèmes avec la divulgation. Donc, il faut qu'on soit très attentif au type d'analyse qu'on fait. Donc, s'assurer qu'il n'y a pas trop peu de participants dans une cellule pour pas qu'on puisse les identifier ou divulguer leur identité par mégarde. Donc, pour les hommes qui rapportaient de l'agression sexuelle durant l'enfance, c'était pas possible de reprendre ce sous-groupe-là puis de voir parmi ces hommes-là lesquels seraient les plus susceptibles de revivre la victimisation plus tard. Mais on a pu le faire pour les femmes. Donc, le troisième objectif était ça, de revoir parmi le sous-échantillon de femmes qui nous rapportent avoir vécu de la violence sexuelle durant l'enfance, lesquelles semblent être les plus à risque d'en revivre à nouveau, psychologique, physique et sexuelle, dans le cadre de leur relation amoureuse. Donc, c'est les 3 grands objectifs pour lesquels, dans le fond, je vais vous présenter des résultats.
Je vous parle un petit peu peut-être de l'échantillon. Je n'ai pas pensé de vous demander, mais est-ce que peut-être lever la main rapidement, mais juste ceux qui sont soit intervenants ou qui travaillent vraiment plus directement en intervention. Oui. OK. Puis est-ce qu'il y a aussi des chercheurs dans la salle qui s'intéressent aux statistiques, aux données? OK, moins. Mais je vais vous donner un bref aperçu. Je l'ai fait plus justement la présentation pour des cliniciens, des intervenants, des étudiants, pas nécessairement pour des statisticiens. Donc, je ne donne pas tant de chiffres que ça, mais il y a un article qui est sous presse, qui va être publié bientôt, puis tous les chiffres sont là. Donc, si vous voulez les voir, là, ça me ferait plaisir de les envoyer si vous voulez avoir plus de détails. Mais quand même, juste une information sur l'échantillon qu'on a. Donc, on a, nous, 64,3% pour les femmes ici, donc les participantes. De toutes les femmes qui avaient répondu à l'enquête de Statistique Canada en 1999, donc il y était en tout 14 269 femmes qui ont répondu à l'enquête. Pourquoi nous, on a pris 64,3, c'est qu'on a retenu les femmes de 18 ans et plus, donc si je ne me trompe pas, l'enquête commençait à 16 ans, donc 18 ans et plus, qui rapportaient avoir un conjoint actuellement ou avoir eu un conjoint dans les 5 dernières années précédant l'enquête. Pour la bonne raison que l'enquête posait des questions aux répondants à propos de leur victimisation dans les relations amoureuses seulement dans la mesure où ils rapportaient un conjoint actuel ou dans les 5 années passées. Donc, pour les autres répondants, on n'a pas de données sur la victimisation à l'âge adulte. Donc, on a pris toutes les personnes qui rapportaient être en couple actuellement ou dans le passé. Et ça nous donnait là, un échantillon de 9170 femmes en couple actuellement ou au cours des 5 dernières années. Donc, parmi celles-ci, si vous regardez là, la tarte à côté, il y en a quand même 76 qui rapportent être mariées, 12% conjointes de fait et 12% qui ne sont pas actuellement en couple, hein, ni mariés ni conjoints de fait, mais qui ont un conjoint dans les 5 dernières années. Donc, ils sont séparés, divorcés, etc., mais qui ont eu un conjoint dans les 5 dernières années. Donc, on a des données sur la victimisation pour ces femmes-là quand même. Mais actuellement, elles ne sont pas en couple. C'est important juste de se souvenir de ça parce que je vais revenir après là, pour comparer. On va comparer les femmes qui sont mariées en union de fait ou qui sont actuellement pas en couple sur leur risque, leur vulnérabilité à l'agression sexuelle, psychologique et physique dans leur relation amoureuse. Même chose pour les hommes. Donc, on avait un échantillon initial de 11 607 participants. Nous, on en a 67,4. Encore une fois, les mêmes raisons, qui sont en couple actuellement ou qui rapportent avoir eu un conjoint dans les 5 dernières années. Et donc, qui ont répondu aux questions sur la victimisation. Il y en a 7 823 de ces hommes-là, donc qui ont fait partie des analyses qu'on a faites. Une autre petite information par rapport à, si vous ne connaissez pas les enquêtes de santé Canada, les enquêtes de santé générale de Statistique Canada, ils sont faits je ne vous donnerai pas trop de détails là, pour pas que ce soit trop long, mais ils sont faits de manière à sélectionner un échantillon assez aléatoire, en tout cas représentatif de l'ensemble de la population canadienne. Chaque personne, de par des caractéristiques qu'elle a, représente un certain nombre d'autres individus. Donc, on n'a évidemment pas toute la population canadienne, mais parmi les 11 607 hommes, chacun de ces hommes-là représente, disons, 80 autres individus dans 83 ou 99 selon ses caractéristiques. Et à partir de ces données-là et de la pondération ou de la représentativité de chacun des participants, on peut élargir ou généraliser nos conclusions à l'ensemble de la population canadienne. Et donc, à partir de maintenant, toutes les analyses qu'on a faites sont pondérées, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les 11 607, mais les 11 607 fois le nombre qui représente eux dans la société, là, le nombre d'autres personnes qui représentent dans la société. Donc, les résultats sont pondérés. Donc, ne sont pas directement de ces 11 000-là, mais donc sont représentatifs de l'ensemble de la population canadienne, ce qui était vraiment une amélioration par rapport aux études antérieures, là, qui avaient des petits échantillons qui n'étaient pas représentatifs. Donc, ici, on peut conclure pour les hommes et les femmes canadiennes qui sont en couple actuellement ou qui l'ont été dans les 5 dernières années en 1999. Ça va pour ça? Les mesures qu'on a utilisées. Aussi, c'est important parce que ça va nous informer sur les résultats. La mesure d'agression sexuelle, évidemment, ce n'est pas nous qui avons choisi les questions. Là, de l'enquête, on prend ce qui était disponible dans l'enquête de Statistique Canada, puis ça a des avantages. On est très content d'avoir ces données-là, puis ça a certaines limites aussi. Ici, la mesure d'agression sexuelle durant l'enfance on l'a créée un petit peu indirectement à partir d'une question. Donc, après une série de questions sur la victimisation, on demandait à la personne, avez-vous vécu un autre événement que vous considérez être un acte criminel? Et il y avait toute une série d'autres événements qui pouvaient être considérés comme des actes criminels, dont le viol, la tentative de viol, l'attentat à la pudeur ou la tentative d'attentat à la pudeur.
Et si une personne répondait oui à cette question-là, après, on lui demandait l'âge à laquelle cet événement-là est survenu ou a débuté. Et on pouvait avoir 4 événements comme ça. Donc, le 4 fois, là, si la personne pouvait répondre 4 fois, oui, j'ai vécu un viol, une tentative de viol, un attentat à la pudeur, ou une tentative d'attentat à la pudeur, à 8 ans, à 12 ans, donc 4 fois. Et nous, on va retenir pour l'agression sexuelle durant l'enfance tout ce qui est survenu avant 18 ans. On a aussi, suite à des informations qu'on avait dans la recension de littérature qu'on a faite, on a décidé de créer 2 autres variables pour caractériser un petit peu mieux l'agression sexuelle durant l'enfance, c'est-à-dire sa récence. Parce qu'on disait qu'il y a des études qui démontraient que quand ça survient à l'adolescence, c'est plus récent, il y a plus de risques de revictimisation. Donc, on a créé une variable dichotomique. Donc, est-ce que l'agression sexuelle est survenue avant 12 ans ou après 12 ans? Et donc, qui est pour nous tôt ou tardif. Ça aurait pu être enfance, adolescence, par exemple. Et une variable de fréquence, donc agression sexuelle dans l'enfance unique. La personne rapporte un seul événement ou multiple, donc 1, 2, ça peut aller juste 2, 3 ou 4 événements. On n'avait pas plus que 4. Encore une fois, juste une petite précision par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en général, quand on fait des études sur l'agression sexuelle, on demande des informations beaucoup plus précises que ça. On demande, par exemple, qui était l'agresseur, quand est-ce que l'agression a débuté, mais combien de temps elle a duré, à peu près quelle était la fréquence des agressions. Et on a tendance à déterminer le nombre d'agressions, pas tant par la fréquence objective, mais par le nombre d'agresseurs différents dont la personne a été victime. Dans ce cas-ci, on ne sait pas de quelle manière les répondants nous disaient qu'il y avait eu plus d'une agression. Est-ce que c'était le même agresseur 4 fois ou est-ce que c'était plusieurs agresseurs à différentes périodes et donc pour chaque agresseur, il y aurait pu y avoir plus d'un événement d'agression sexuelle. Dans ce cas-ci, on ne le sait pas. On a une mesure aussi d'agression physique durant l'enfance qui est très semblable. Donc, après une série de questions sur des actes criminels que les personnes peuvent avoir vécu, on leur demande est-ce qu'il y a un autre événement que vous considérez comme étant un acte criminel, dont menace en personne ou agression armée ou non, mais aucun vol ni tentative de vol. Donc, ça, c'était la variable qui définissait, si on veut, l'agression physique. Et nous, on a retenu, suite à ça, donc, quand on leur demande à quel âge cet événement-là est survenu, tout ce qui est survenu avant 18 ans. Et là, ici, on n'a pas créé de variable de récence ou de chronicité de fréquence. Les mesures de violence dans les relations amoureuses, c'était des questions qui étaient tirées du Conflict Tactic Scale, qui est beaucoup utilisé en recherche sur la violence dans les relations amoureuses. Donc, il y a 6 thèmes qui portent sur la violence psychologique. Un des exemples, c'est rabaisser, dire des mots blessants. Et on demandait à la personne, est-ce que votre conjoint a? Oui ou non. Et après ça, il y avait des questions plus sur la fréquence des comportements. Et nous, on a retenu comme critère de violence psychologique si la personne répondait oui à au moins un de ces items-là. La même chose pour la violence physique. Donc, il y a 9 items de violence physique. Un des items, un exemple, c'est pousser, empoigner, agripper ou bousculer d'une façon qui aurait pu vous blesser. Si la personne répondait oui à un des 9 items de violence physique, peu importe la fréquence, on considérait qu'elle nous rapportait avoir vécu de la violence physique dans sa relation. La violence sexuelle, il y avait un seul item qui posait des questions sur la violence sexuelle dans les relations amoureuses. C'était est-ce que votre conjoint ou ex-conjoint vous a forcé à des activités sexuelles non désirées en menaçant, immobilisant ou brutalisant? Donc, si la personne nous répondait oui à cette question-là, on considérait qu'elle rapportait avoir vécu de la violence sexuelle dans sa relation amoureuse ou son ex-relation amoureuse. Ça va aussi pour ça. Et on a toute une série d'autres mesures qui sont plus des variables sociodémographiques, dont l'âge, l'état matrimonial, le revenu familial, le fait que les personnes ont ou non un diplôme d'études secondaires, que les personnes sont limitées dans les activités quotidiennes dues à une incapacité physique, mentale ou un problème de santé chronique. Donc, activité quotidienne, c'est à la maison, au travail ou aux études. Est-ce que la personne est ou non propriétaire de son logement? Est-ce qu'elle est née au Canada ou non? Est-ce qu'elle a un statut autochtone ou non? Ici, on avait encore là, beaucoup plus de variabilité sur certaines mesures. Donc, on savait le pays d'où la personne était originaire, carrément. Mais encore là, pour des raisons de protection ou d'empêcher un risque de divulgation, on a vraiment fait une variable dichotomique, le né au Canada ou non. Et aussi, on avait beaucoup de variables. Donc, on ne voulait pas aller trop dans le détail de ça. On voulait essayer de trouver une manière là, d'inclure dans notre étude ce qui avait déjà été démontré comme étant prédicteur de violence dans les relations amoureuses dans les études antérieures, qui était par exemple le statut, la minorité ethnique ou le statut
Ben là, ici, né au Canada, c'était comme une manière pour nous là, de déterminer l'identité ethnique et le statut autochtone. On a aussi, ce qui n'était pas présent dans les autres études, une mesure des caractéristiques des conjoints actuels, dont l'âge, on n'avait pas beaucoup de données, mais l'âge du conjoint, la consommation excessive d'alcool du conjoint au cours de la dernière année, ça c'était déterminé en termes de nombre. On demandait aux répondants, est-ce que votre conjoint a consommé de manière excessive dans le dernier mois? Consommer excessivement, c'était plus de 5 consommations en une période, à un moment. Et donc, on demandait combien de fois dans le dernier mois, 0 à 31. Ça, c'était la définition de la consommation excessive. Et on avait aussi la durée, c'est pas vraiment une caractéristique du conjoint, mais de la relation plutôt, la durée de la relation en année, donc depuis quand le conjoint est dans la vie du répondant. Et c'est ça, je dis c'est les conjoints actuels parce que vous vous souvenez, dans l'échantillon, on a des personnes qui ont un conjoint actuellement, mais aussi des personnes qui ont un ex-conjoint dans les 5 dernières années. Mais à ces personnes-là, dans l'enquête de santé, on n'a pas posé de questions sur le conjoint. Donc, on n'a pas d'informations sur les conjoints, ce qui fait qu'on a fait des analyses là, juste avec un sous-échantillon de répondants qui ont un conjoint actuellement, donc pour inclure les caractéristiques des conjoints, pour aller un petit peu plus loin là, que ce que les études auparavant avaient fait. Au niveau des analyses, pour les 3 objectifs de l'étude, donc le premier, il va déterminer la prévalence, ou en tout cas regarder la prévalence. On a fait des fréquences pondérées, encore là, c'est toujours pondéré, et des régressions logistiques hiérarchiques pondérées pour les 2 autres objectifs de l'étude. Pour la prévalence, donc ça, c'est les premiers résultats donc, de notre premier objectif de la recherche. Donc ici, on a les conjoints et les ex-conjoints ensemble. Donc en fait, c'est-à-dire les répondants qui ont des conjoints et des ex-conjoints, tout le monde ensemble, et les hommes et les femmes. Les hommes sont la première rangée devant, là, en plus en jaune, et les femmes en orangé. Donc ce qu'on remarque, là, si vous regardez les chiffres, sont assez similaires pour certains types d'agressions, 3.1, 2.8 pour l'agression physique durant l'enfance, 18.8, 19.2 pour la violence psychologique dans les relations amoureuses. Et ces 2-là ne sont pas statistiquement différents. Par contre, les 3 autres, là, vous voyez dans le bas de l'écran ASE avec une petite étoile à côté. Donc, ceux qui ont des étoiles à côté, ce sont ceux qui sont statistiquement différents entre les hommes et les femmes. Donc, on considère que soit les hommes, soit les femmes ont un plus haut taux de prévalence de ce type de violence-là. Donc, pour l'agression sexuelle durant l'enfance, ça va vraiment dans le sens des données qu'on a jusqu'à maintenant, bien que les taux qu'on a ici sont très faibles par rapport à ce qu'on trouve en général là, dans la littérature, mais on trouve quand même un écart similaire, c'est-à-dire que les hommes, autour de 2 1,9 rapportent une agression sexuelle durant l'enfance, et les femmes, 7,9, 8 autour de 8 rapportent une agression sexuelle durant l'enfance, donc c'est 4 fois plus là, pour les femmes. Généralement, on trouve des taux plus autour de 30 pour les femmes, hein, et un petit peu moins là, pour les hommes. Les hommes 1 sur 7, les femmes 1 sur 3. Mais si vous vous rappelez juste de la définition qu'on a, qui est vraiment très, très, très restrictive, très spécifique, donc il faut que la personne ait considéré que l'agression sexuelle qu'elle a vécue était un acte criminel, d'abord. Hein, c'est la première question qu'on lui demande. Et la définition était viol, tentative de viol, attentat à la pudeur, donc attouchement, tout ça. Si on considère que ce n'est pas une agression sexuelle, mais des attouchements, peut-être que la personne ne répondrait pas oui à cette question-là. Donc, il y a tout un pan là, de l'échantillon qui peut avoir vécu aussi ce que nous, on considérait comme des agressions sexuelles dans l'enfance, mais qui n'ont pas répondu oui à cette question-là. Donc là, on aurait ceux qui ont vraiment vécu des agressions sexuelles plus sévères, hein, on pourrait dire, qui sont considérés comme que les victimes considèrent comme des crimes et des actes criminels, et donc, ou comme un viol ou une tentative de viol, attentat à la pudeur. La violence physique dans les relations amoureuses aussi, il y a une différence significative, mais qui est petite, hein, c'est 7% pour les hommes, 8,5% pour les femmes. C'est pas très gros comme différence. Donc, pour l'agression sexuelle durant l'enfance, c'est clair, c'est vraiment 4 fois plus là, dans ce cas-ci pour la violence physique dans les relations amoureuses. C'est assez similaire, même si c'est statistiquement significatif. Par contre, pour la violence sexuelle dans les relations amoureuses, c'est très, très peu pour les hommes, 0,2% des hommes actuellement en couple ou ayant une ex-conjointe rapportent de la violence sexuelle, mais les chiffres qu'on avait sont trop petits pour penser que cette prévalence-là est fiable comme chiffre. Donc, on vous la présente aujourd'hui, mais on n'est pas sûr que c'est fiable parce qu'il y a trop peu d'hommes qui ont rapporté ce type d'agression-là. Mais quand même, on trouvait dans les statistiques une différence significative entre les hommes et les femmes donc sont autour là, de 2%, presque 10 fois plus, hein, qui rapportent d'agressions sexuelles dans leurs relations amoureuses à l'âge adulte.
un début pour les deuxièmes résultats qui va aller quand même dans le sens de ce qu'on voit aussi dans la recherche jusqu'à maintenant. Le résultat de la régression, donc de l'agression sexuelle durant l'enfance, en plus des facteurs sociodémographiques, sur 2 types de violences dans les relations amoureuses pour les hommes. Donc, comme les hommes rapportent très peu de violences sexuelles dans leurs relations amoureuses, on n'a pas pu faire d'analyse non plus pour ce type de violence-là pour les hommes. Donc, on a juste la violence psychologique, le VPSI, et la violence physique, le VFI, dans les relations amoureuses. Et on les a présentés là, séparément pour tous les conjoints ensemble ou conjoints actuels seulement, parce que dans la régression pour les conjoints actuels, on a ajouté des variables qui étaient des caractéristiques du conjoint, là, son âge, sa consommation excessive d'alcool et la durée de la relation ont été ajoutées dans la régression, donc on les a fait séparément. Ici, donc, ce que ça nous donne, c'est que pour tous les conjoints, le fait d'avoir été agressé sexuellement durant l'enfance va augmenter la probabilité que la personne rapporte de la violence psychologique et physique dans ses relations amoureuses. Et le 1,88, ça veut dire que c'est 1,88 fois plus à risque, donc presque 2 fois plus à risque là, de rapporter de la violence psychologique et 3 fois plus à risque de rapporter de la violence physique dans une relation amoureuse quand il y a eu de l'agression sexuelle durant l'enfance. Pour les hommes ici, hein, je vous rappelle. Donc, c'est des données qu'on a à peu près pas, là, qu'on n'a pas ailleurs. Et pour les hommes, quand on regarde ceux qui sont, j'ai mis conjoints, mais dans le fond, en général, c'est des conjointes actuellement. L'agression sexuelle ne permet plus de prédire la violence psychologique dans les relations amoureuses une fois qu'on a ajouté les caractéristiques du conjoint. Et ici, ce qui ressortait, c'était, puis on va le voir peut-être sur l'acétate après, là. Ouais, je vais être en train de vous le montrer après, ça va être écrit, ça va être plus facile de le voir. Donc ici, une fois qu'on ajoute, c'est-à-dire on diminue l'échantillon, on garde juste les conjoints actuels, mais on ajoute 3 variables, durée de relation, âge du conjoint et consommation excessive d'alcool du conjoint. Puis là, c'est plus l'agression sexuelle dans l'enfance qui semble bien prédire la violence psychologique dans la relation. Tandis que pour la violence physique des hommes, ça demeure un prédicteur important. Donc l'agression sexuelle continue de prédire une vulnérabilité 3 fois plus grande, disons, des hommes agressés sexuellement dans l'enfance de vivre de la violence physique dans leur relation amoureuse, même si on ajoute ces variables-là. Ça, c'est un qui est moins facile à lire. Là, je trouve que je n'ai pas trouvé de manière de bien le présenter parce qu'il y a tellement de variables à présenter. Il y a comme 2 grandes lignes. Là. La première qui est tous les conjoints. Donc, encore là, on a comme 2 analyses et l'autre qui est les conjoints actuels seulement en bas. Dans le fond, ce que je vous montre, là, je reviens en arrière. La première acétate, c'est on a entré dans l'analyse de régression toutes les variables sociodémographiques pour voir si elles prédisent la violence dans les relations amoureuses. Et après ça, on a rajouté l'agression sexuelle durant l'enfance pour voir si ça, ça prédisait aussi, mais au-delà de ces variables. Donc, est-ce que ça ajoute une valeur prédictive? Est-ce que ça nous permet de mieux prédire encore la violence dans les relations amoureuses des hommes? Mais même quand on a ajouté l'agression sexuelle, il y a des variables qui demeurent significatives. Donc, en même temps que l'agression sexuelle, il y en a d'autres aussi qui nous aident à prédire la violence dans les relations amoureuses. Donc, pour les hommes, et tous les conjoints, donc ceux qui ont des conjoints actuels et des ex-conjoints, ce qui prédit, là, la première ligne en haut, c'est négatif. Il y a un moins, puis après ça, il y a des plus. Là, si vous voyez dans la dernière ligne là, qui lie les variables à la violence. Donc, le plus grand âge, donc plus les gens étaient âgés, le fait qu'ils étaient en couple versus le fait qu'ils n'étaient plus en couple, qu'ils rapportaient un ex-conjoint, ça, c'était associé à une diminution ou à un moindre risque de rapporter de la violence psychologique et physique dans sa relation amoureuse. Donc, plus les personnes sont âgées, moins ils rapportent de violence. Et quand ils sont en couple versus quand ils ne sont plus en couple, moins ils rapportent de violence aussi. Puis on va y revenir après ça à discuter ces résultats-là, voir qu'est-ce que ça peut nous dire comme en termes cliniques, par exemple. Et la deuxième ligne là, de ce premier bloc-là, ça nous disait que, donc, en plus de l'agression sexuelle dans l'enfance, les personnes qui présentaient des limites dans leur quotidien ou qui rapportaient en plus une agression physique durant l'enfance, donc c'est encore les hommes, s'ils rapportent en plus une agression physique dans l'enfance et qui sont limités dans leurs activités quotidiennes, vont rapporter une plus grande vulnérabilité ou davantage de probabilité de vivre de la violence psychologique et physique dans leur relation amoureuse. Ça va dessus. Donc, c'est des facteurs sociodémographiques qui nous aident à expliquer encore plus la vulnérabilité de certains hommes qui vont vivre la victimisation dans leur relation amoureuse.
Et ici, là, ça tenait pour les deux types de violences pour lesquels on pouvait faire des analyses, là, et psychologiques et physiques. Pour les conjoints actuels, donc là, on a un échantillon un petit peu plus petit d'hommes qui sont actuellement en couple, et on ajoute 3 variables, des caractéristiques de la conjointe. Et de la relation. Donc, ce qu'on trouvait, c'est que plus les personnes se faisaient longtemps qu'ils étaient en couple, donc plus ils ont un nombre d'années de couple élevé, et moins ils rapportent de violence dans leur relation. Donc, plus le couple dure depuis longtemps, moins il y a de violence. Et les autres, il y a beaucoup de variables en dessous. Les personnes qui rapportaient être en union libre versus celles qui étaient mariées rapportaient plus de violence. Les personnes qui étaient limitées dans leurs activités quotidiennes étaient plus à risque de rapporter de la violence. Les hommes qui rapportaient de l'agression physique aussi, la même chose que pour tous les conjoints. Dans l'enfance aussi, étaient plus à risque de rapporter de la violence dans leur relation amoureuse. Et ceux dont la conjointe, ceux qui rapportaient que leur conjoint consommait excessivement, en plus elle consommait excessivement un nombre élevé de jours durant le mois, et plus ils étaient susceptibles de rapporter aussi vivre de la violence dans leur relation psychologique et physique. Ici, il y a une étoile à marié, union libre versus marié et violence physique, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, puis là, il y a dans le bas de l'écran, là, vous avez une petite étoile égale NS non significative. Donc, les variables ils prédisent toutes les deux types de violence, sauf pour celle-là. Donc, celle-là, elle prédit juste la violence psychologique, mais pas la violence physique. Il y a quand même une certaine constance là, dans les variables qu'on voit. Les résultats pour les femmes maintenant. Donc, exactement, je ne vous décris pas toutes les analyses, exactement les mêmes analyses. On fait une première régression, on rentre les variables sociodémographiques, on ajoute l'agression sexuelle dans l'enfance après ça et on voit si ça prédit la violence dans les relations amoureuses. Puis après, je vous décrirai à la fin de cette analyse-là quelles variables sociodémographiques continuent de prédire la violence. Donc, ici, en fait, c'est assez simple, c'est significatif dans tous les cas. Pour les hommes, il y en avait un cas pour lequel ça ne l'était pas. Donc, que les femmes soient en couple en ce moment ou qu'elles aient un ex-conjoint, dans tous les cas, le fait qu'elles aient été agressées sexuellement durant l'enfance va augmenter, disons, le risque qu'elles rapportent de la violence psychologique, physique et sexuelle dans leur couple là, de 2 fois, minimalement, jusqu'à 5 fois presque pour la violence sexuelle là, avec un conjoint actuel. Le 4,78 en bas complètement à droite du tableau, ça nous dit, là, c'est pas 5 tout à fait, là, mais disons 4 fois et 3/4, 4 fois et demi, sont 4 fois et demi plus susceptibles de vivre la violence sexuelle dans leur relation de couple quand elles ont vécu une agression sexuelle durant l'enfance, avec leur conjoint actuel, évidemment. Là, les ex-conjoints ne sont pas dans cette catégorie-là. Et ici encore, c'est donc les variables sociodémographiques qui nous permettent comment je dirais? Donc, si on revient à la étape précédente, quand on dit que l'agression sexuelle permet de prédire ou en tout cas d'expliquer la vulnérabilité des hommes et des femmes, dans ce cas-ci, c'est toutes choses étant égales par ailleurs. Donc, peu importe leur âge, leur statut socio-économique, toutes les variables dont je vous ai parlé au début, sont au Canada ou pas, minorité ethnique, minorité autochtone ou pas. Donc, toutes ces variables-là là, sont prises en compte. Donc, peu importe ces variables-là, l'agression sexuelle, c'est quand même un facteur qui explique l'agression sexuelle durant l'enfance, qui explique le risque de victimisation et qui, disons, fait qu'elles sont 2 à 5 fois plus à risque de vivre la victimisation dans les relations amoureuses. Et quand même, parmi ces variables-là, ce qu'on constate, c'est que plus les femmes sont âgées, lorsqu'elles sont en couple versus plus en couple, donc elles ont un ex-conjoint, quand elles ont obtenu un DES, un diplôme d'études secondaires, versus ne pas en avoir obtenu, et aussi quand elles nous rapportent que, en fait, pas elles, je ne l'ai pas décrit cette variable-là, pas elles, mais un des membres de la famille est propriétaire du logement où elles habitent, elles rapportent moins de violence. Pour les 3 types, sauf, il y a une étoile à propriétaire, donc le fait qu'un membre de la famille soit propriétaire du logement ne prédit pas la violence sexuelle, mais va prédire une moins grande vulnérabilité à vivre de la violence psychologique et physique dans le couple. Et à l'inverse, pour tous les types de conjoints, donc que les femmes aient un conjoint actuel ou passé, le fait qu'elles soient limitées dans leurs activités quotidiennes va augmenter leur vulnérabilité à rapporter les 3 types de violences, encore une fois. Et là, encore, c'est au-delà de tous les autres facteurs pris en considération en même temps. Et pour le sous-groupe de femmes qui rapportent un conjoint actuel, quand on a ajouté les caractéristiques des conjoints, on constate que encore une fois, plus le nombre d'années du couple est élevé,
moins elle rapporte de violence. Quand elle rapporte avoir complété des études secondaires, un diplôme d'études secondaires, et qu'un membre de leur famille est propriétaire du logement, et moins elle rapporte de violence. Sauf pour, encore une fois, propriétaire, ici, qui n'est pas significatif pour les deux derniers. La violence physique et sexuelle dans le couple, il prédit seulement la violence psychologique. Donc, le fait d'être propriétaire du logement ou qu'un membre de la famille soit propriétaire du logement fait en sorte qu'elles sont moins à risque d'être victimisées psychologiquement. Et à l'inverse, pour les femmes qui ont un conjoint actuellement, celles qui sont en union libre, qui rapportent être en union libre versus mariées, sont plus à risque, rapportent plus de violence dans leur relation amoureuse. Celles qui rapportent être limitées dans leurs activités quotidiennes aussi rapportent plus de violence pour les 3 types de violence dans leur relation amoureuse. Et celles qui rapportent que leur conjoint va consommer excessivement un plus grand nombre de jours par mois aussi sont plus à risque d'être victimes, sauf pour la violence sexuelle. Donc ici, la consommation excessive ne prédit pas la violence sexuelle, ça prédit juste la violence psychologique et physique. Ça va-tu? Je sais que ça fait bien des chiffres, mais il n'y a pas de chiffres là, en fait, là, mais ça fait beaucoup de variables en même temps à considérer, à comprendre. On va y revenir là, plus dans la discussion après. La troisième objectif, donc, si vous vous souvenez, on a maintenant seulement les femmes, parce qu'on avait trop peu d'hommes qui rapportaient de l'agression sexuelle durant l'enfance. Et parmi les femmes qui rapportent de l'agression sexuelle durant l'enfance, là, on s'intéressait à savoir qu'est-ce qui pourrait nous permettre de différencier celles qui sont revictimisées de celles qui ne le sont pas. Et pour les 3 types de violences dans leur relation de couple, donc psychologique, physique et sexuelle. Pour la violence psychologique, ce qu'on constatait, c'est qu'il y avait une diminution de la probabilité de vivre la violence psychologique chez les femmes lorsqu'elles sont plus âgées, en couple versus lorsqu'elles ont un ex-conjoint. Et il y avait une probabilité élevée qu'elles rapportent de la violence plus élevée qu'elles rapportent de la violence psychologique lorsqu'elles étaient limitées dans leurs activités quotidiennes. Pour la violence physique, la probabilité diminuait aussi avec l'âge. Et la même chose, donc quand elles sont en couple versus quand elles rapportent un ex-conjoint, la probabilité est moindre qu'elles rapportent, est diminuée qu'elles rapportent de la violence physique. Pour la violence sexuelle, c'est une variable un peu différente qui diminue la probabilité, c'est le fait d'être propriétaire de son logement. On l'avait déjà vu dans les autres... dans les analyses sur l'ensemble de la population, pas juste sur les femmes agressées sexuellement. Et encore une fois, ici, le fait d'être limité dans ses activités quotidiennes augmentait la probabilité de rapporter de la violence sexuelle dans une relation de couple quand on avait déjà vécu une agression sexuelle durant l'enfance. Donc, c'est quand même assez cohérent. Là, c'est les mêmes variables qui ressortent d'une analyse à l'autre. Il y a quand même une certaine continuité, même si cet échantillon-là était très petit. La conclusion va être longue, j'aurais dû écrire discussion, c'est pas une conclusion dans le fond, c'est pour discuter des résultats. Mais d'abord, juste les forces et les limites de l'étude. Comme on le disait, là, les forces de cette étude-là, c'est en premier lieu le large échantillon représentatif. Hein. Ce qu'on peut conclure, c'est que pour l'ensemble des femmes canadiennes et pour l'ensemble des hommes canadiens, là, ça, ce sont des facteurs de risque. L'agression sexuelle durant l'enfance, notamment, le fait d'être limité dans les activités quotidiennes, etc. Le fait qu'on inclut des hommes et des femmes, même si on n'a pas pu faire toutes les analyses qu'on souhaitait, les mêmes pour les hommes et les femmes, parce qu'il y avait trop peu d'hommes qui rapportaient certains types de violences. C'est quand même nouveau là, qu'on ait des données là-dessus et qu'on s'intéresse aux hommes, et aussi qu'on s'intéresse autant aux caractéristiques des victimes que des conjoints, même si on n'avait pas beaucoup de caractéristiques des conjoints, donc on a inclus les deux là, dans l'étude. Des limites, c'est que l'ensemble des données, mais je ne sais pas si vous connaissez aussi la manière de faire, c'est des entrevues téléphoniques. Donc, ça, je ne l'ai pas noté, mais c'est une des limites, mais aussi, c'est des données auto-rapportées. Donc, c'est les personnes qui veulent bien nous rapporter ce qu'elles ont vécu. Elles sont au téléphone, puis on ne connaît pas le contexte dans lequel elles font l'entrevue téléphonique non plus, mais malgré tout ça, il y a quand même un certain pourcentage de personnes qui nous rapportent la violence conjugale. Donc, il y a une certaine validité des données, mais on pourrait éventuellement penser de mettre en lien ces données-là avec des données de signalement, par exemple, à la police ou à la direction de la protection de la jeunesse, etc., pour un petit peu là, avoir un portrait plus juste ou en tout cas plus objectif que ce qu'on a pour l'instant. L'autre limite, c'est que ce sont des données transversales. Donc, toutes les mesures sont évaluées au même moment. Et donc, on n'a pas... Moi, je vous parle de prédire, mais on prédit statistiquement l'occurrence ou le fait qu'une personne va rapporter quelque chose en même temps qu'elle en rapporte une autre.
Et on ne peut donc pas conclure qu'il y a une causalité. On ne peut pas dire que c'est l'agression sexuelle durant l'enfance vraiment qui cause la vulnérabilité, parce qu'il aurait fallu qu'on fasse une étude longitudinale et qu'on suive ces femmes et ces hommes-là au cours de leur vie pour vraiment conclure à ça. Mais quand même, c'est une limite, mais c'était quand même, considérant les forces de l'étude, c'était quand même intéressant comme résultat. L'autre limite, c'est que les mesures d'agression sexuelle dans l'enfance et d'agression physique dans l'enfance sont très peu spécifiques. Encore une fois, avec une mesure un petit peu plus spécifique, on aurait eu très probablement des taux rapportés d'agression dans l'enfance plus élevés que ce qu'on observe là, parce qu'on le sait, dans la population générale, c'est beaucoup plus élevé que ça. Et donc, il y a plusieurs hommes et femmes qu'on a considérés comme n'étant pas agressés dans l'enfance physiquement, sexuellement, qui l'ont été dans les faits, là. Donc, il y a quand même un problème méthodologique à ce niveau-là. Et le fait qu'on n'avait pas de mesure non plus de violence psychologique durant l'enfance. On ne sait pas non plus. Le fait que les mesures d'agression étaient peu spécifiques, c'est aussi dû au fait qu'on ne sait pas qui était l'agresseur. Donc, violence physique, ça aurait pu être le petit voisin là, qui a décidé d'attaquer le garçon. C'était pas nécessairement dans la famille. Donc, on ne sait pas si c'était des membres de la famille, des parents qui étaient les agresseurs dans ce cas-là. Et donc, on n'a pas non plus de mesure d'agression psychologique dans l'enfance, d'abus psychologique. Néanmoins, ce qu'on constate là, au niveau de la prévalence, ici dans l'étude, c'est qu'il y a un faible taux d'agression, donc on peut se demander si c'est un problème de définition et de mesure, et aussi si c'est un problème de la méthode d'enquête. On sait qu'en face à face, on a beaucoup plus de dévoilement quand on demande ou de personnes qui nous rapportent avoir vécu une agression sexuelle qu'autrement. On a aussi... une des constatations, c'est que on n'est pas surpris non plus, mais que les femmes rapportent plus d'agressions sexuelles, de violences physiques et sexuelles dans leurs relations amoureuses que les hommes. Mais là, pour la violence physique, même si statistiquement c'est différent, dans les faits, les chiffres n'étaient pas très différents. Ils se ressemblaient quand même beaucoup. Une autre des conclusions, c'est que les hommes et les femmes canadiens, du moins en 1999, qui avaient vécu une agression sexuelle durant l'enfance, étaient plus à risque de rapporter 3 types de violence dans leurs relations amoureuses et pas seulement de l'agression sexuelle à l'âge adulte. Donc, les 3 types de violences. Et étaient entre 2 et 5 fois plus à risque que des personnes qui n'avaient pas vécu une agression sexuelle. Pour les hommes, spécifiquement, on constatait que la durée de la relation et la consommation excessive du conjoint prédisait mieux la violence psychologique dans les relations amoureuses que l'agression sexuelle durant l'enfance. Pour eux, c'était pas significatif, ça prédisait pas bien. Donc, pour les hommes, en fait, qui avaient un conjoint actuel, on constatait que ça, c'était des variables qui étaient mieux à même de nous aider, disons, à prévenir la violence. Donc, c'était pas l'agression sexuelle durant le fait de connaître le statut de l'homme dans ce cas-là, quant à l'agression sexuelle dans l'enfance, qui était intéressant à connaître. Par rapport aux autres variables démographiques, ce qu'on constatait, c'est qu'il y a des caractéristiques des répondants et aussi des caractéristiques des conjoints, donc qui nous permettaient de prédire la violence dans les relations amoureuses, dont la durée de la relation, par exemple, et la consommation excessive d'alcool. Et ça nous amène à conclure qu'il faut absolument que dans les études qui regardent les facteurs de risque ou qui regardent des études en termes de prévention aussi de la violence dans les relations amoureuses, qui tiennent compte non seulement des caractéristiques des victimes potentielles, mais des agresseurs, des conjoints, etc. Donc, c'est des variables importantes à documenter. On constatait qu'il y avait aussi des facteurs pas mal communs. Je ne sais pas si vous avez retenu, mais les variables qui ressortaient pour les hommes et les femmes étaient assez communs, mais il y avait aussi des facteurs uniques à chacun, puis je vous les souligne si vous ne les aviez pas remarqués. Pour les hommes, l'agression physique durant l'enfance, en plus de l'agression sexuelle, était vraiment un facteur qui prédisait la violence dans les relations amoureuses. Donc, pour les hommes, l'accumulation de types de violence les place davantage à risque de revivre la violence à l'âge adulte. C'est pas ressorti pour les femmes, cette mesure-là. Peut-être que les types d'agression physique dans l'enfance sont différents. Ceux que les hommes vont vivre sont différents de ceux que les femmes vivent. Donc, on pourrait avoir plusieurs hypothèses autour de ça. Pour les femmes, le fait d'avoir un diplôme d'études secondaires et d'être propriétaire ou qu'un membre de la famille soit propriétaire du logement aussi étaient deux variables qui étaient uniques aux femmes. On ne retrouvait pas ça chez les hommes. Donc, les femmes plus scolarisées et qui vont... elles ou un conjoint sont propriétaires de leur logement, sont moins à risque de rapporter de la violence dans leur relation amoureuse. Et c'est ça, on ne retrouvait pas ça chez les hommes.
une, puis peut-être qu'on pourrait discuter de ça un petit peu, mais comment vous voyez le fait qu'à plusieurs reprises, on voyait que la durée de la relation était en lien avec la violence dans les relations amoureuses. Donc, plus la relation était de longue durée, moins. Mais là, j'ai mis des éléments de réponse, il faut dire. Et moins on voyait de violence dans les relations amoureuses. Donc, qu'est-ce que vous. Je ne sais pas si on peut commencer déjà des petites questions, même si je n'ai pas complètement fini la présentation. Oui. Ou des questions par rapport à ça. Les réponses sont écrites, là, mais il peut y en avoir d'autres. En fait, moi, c'est ce qui m'est venu plus spontanément. D'abord, les femmes et les hommes vont quitter plus rapidement une relation qui est violente. Ça, ce serait la conclusion positive. Là. On peut se dire que si le fait d'être longtemps en relation est associé à moins de violence, c'est parce que les gens ne restent pas dans une relation violente. Ce serait la conclusion optimiste. Ou que les relations vont devenir moins violentes avec le temps. Ça se peut qu'une relation débute de manière violente puis devienne moins avec le temps. Ça, c'est les données pourraient nous dire ça, mais en même temps, cliniquement, c'est pas très intuitif là, comme conclusion. Je ne sais pas si vous avez d'autres hypothèses ou d'autres idées autour de ça. Je vois des gens réagir, faire des froncements de sourcils. Oui. Mais je n'ai pas tout saisi sur les, comment je peux dire, pour les personnes qui répondent, est-ce que les choses sont tellement claires et précises que c'est oui ou non? Dans le sens que, est-ce qu'il y a lieu d'interpréter que peut-être il y a une tolérance puis une sous-estimation de qu'est-ce qu'on va appeler violence à la longue dans ces cas-là, ou non, ça se peut pas à cause de la façon que l'étude est faite? Les questions sont assez précises, objectives, très comportementales. Donc, est-ce qu'il vous a insulté? Est-ce qu'il vous a rabaissé? Est-ce qu'il vous a lancé un objet parce qu'il est impatient? Donc, c'est sûr que les personnes peuvent nier, mais c'est déjà moins probable que si on fait juste demander êtes-vous victime de violence conjugale? Là, les gens peuvent nous dire non, non, moi, je ne suis pas victime. Mais là, si on demande, est-ce qu'il vous a déjà, par exemple, insulté? Oui, il m'insulte 3 fois par jour. Bon, nous autres, on code que ça, c'est de la violence psychologique, par exemple. Donc, c'est moins probable dans ce cas-là, de la manière que c'est formulé, ce questionnaire-là, que les gens rapportent moins, mais c'est possible quand même. Mais votre question, est-ce qu'elle était dans le sens de peut-être que les gens qui se fait longtemps qu'ils sont en relation se sont habitués, puis ils vont moins identifier? Ouais, mais j'irais moins dans ce sens-là. Je serais moins tentée de penser ça. Avec un autre type de question, ça aurait été une bonne interprétation. Oui, il y a quelqu'un d'autre derrière. Bonjour. Donc, pour ajouter à ce débat, on travaille à la Fédération des ressources d'hébergement pour femmes violentées en difficulté du Québec. Le conflict tactique ne tient pas compte du cycle de la violence, de l'épisode. C'est une limite importante qui, oui, je pense, se transmet sur tous les résultats de l'étude. Et à ce que Madame vient d'ajouter, il faut tenir compte, et ça c'est l'enquête de Statistique Canada qui nous le dit depuis les débuts des années 90, que les femmes en moyenne, avant d'aller dans une maison d'hébergement, font 14 tentatives d'appel à l'aide. Alors, je pense qu'il faut ouvrir d'autres perspectives pour savoir, quand on est en couple le plus longtemps avec la même personne, il faut mettre ça en lien avec le cycle de la violence et pas seulement des épisodes de violence. Et ce qu'on voit dans les statistiques et ce qu'on voit dans nos maisons, c'est qu'on reçoit de plus en plus de femmes âgées. Il y a un début de silence qui commence à être brisé. On sait que les services au Québec ne sont pas tous adaptés à recevoir des femmes âgées, des femmes qui aussi ont une limite en matière de capacité physique, qui ont un handicap, par exemple. Mais je ne conclurai pas trop vite. Ce qu'on voit chez les jeunes, statistiquement, chez les jeunes de moins de 25 ans, on reste moins souvent dans une relation amoureuse violente. Et je rappelle que les jeunes ont le plus haut taux d'union de fait et non pas de mariage. Mais ce que vous dites, dans le fond, c'est qu'il peut y avoir de longues périodes dans une relation de couple où il y a de la violence, puis de longues périodes où il n'y en aurait pas, par exemple. Puis là, on se retrouverait à manquer ça dans nos données. C'est un peu ça, que plus les personnes sont longtemps dans une relation et dans un autre moment du cycle de la violence,
cycle. Alors, le cycle va s'intensifier avec le temps. Oui. Mais l'estime de soi est si, comment je peux dire, est si basse, plus le cycle, plus ça, on avance dans le temps, qui va être de plus en plus difficile à la personne puisqu'elle est convaincue qu'elle est niaiseuse, stupide, qu'elle l'a cherché, qu'elle est au fond coupable de l'agression, alors de la violence. Donc, ça va être évidemment plus difficile de s'en sortir. Mais de quitter la relation, je voulais dire. Oui, oui. Mais, et donc, de la rapporter. Vous êtes de la rapporter aussi, à mon enquêteur de Statistique Canada qui Oui. m'appelle à 5 heures pour une entrevue Oui, tout à téléphonique fait. d'1 heure. Et si le conjoint est à côté de moi, Tout à c'est fait. sûr que si je suis mariée, Oui. ben, je vais éviter de... Tout à fait. Ça, c'est une des limites, effectivement, là, qu'on disait, le fait qu'on n'a pas de contrôle du tout sur la situation d'entrevue, entre autres. Et quand vous avez parlé du cycle de la violence, ça m'a fait penser aussi à la réciprocité de la violence qu'on n'a pas dans cette étude, dans ce cycle-là de Statistique Canada, c'est-à-dire la violence exercée aussi. Là, on posait des questions seulement sur la violence subie, alors que le CTS a été amendé là, pour ajouter des questions sur la violence perpétrée. Et dans le cycle, si je ne me trompe pas, de 2004 de Statistique Canada, là, on a des données, donc on peut aussi poser la question aux hommes, à la limite de est-ce qu'eux vont perpétrer la violence dans leur relation, pas juste s'ils vont la subir, et aux femmes également. Là. Et donc, on pourrait avoir un portrait un petit peu plus complexe. Ça ne veut pas dire que les hommes vont être plus à même de rapporter la violence qu'ils exercent, mais en tout cas, on aurait peut-être comme on voit qu'il y en a qui le rapportent, on aurait peut-être un petit début d'information à ce sujet-là. Je ne sais pas s'il y a des données qui ont été, s'il y a déjà des gens qui ont fait des études sur les données de 2004, s'il y a des données qui sont sorties là-dessus. Hein? Bonjour. Oui. C'est parce que je viens de regarder des statistiques de l'Institut de la statistique du Québec quant à la violence conjugale. Et c'était quand même intéressant quand on lisait ça, parce que les taux n'étaient pas très différents. C'était un petit peu supérieur que les femmes subissaient un peu plus de violence conjugale que les hommes, mais pas beaucoup. Il n'y avait pas une très, très grosse différence. Et par contre, quand ils ont regardé les conséquences que ça pouvait avoir, donc celles qui avaient besoin de soins dans un hôpital, ceux qui appelaient pour demander de l'aide, ceux qui ont été obligés de manquer du travail, etc. Là, c'était systématiquement 10 fois, 12 fois plus pour les femmes que pour les hommes. Tout à fait. Moi, je regardais les questions, là, puis j'avais l'impression que peut-être dans votre échelle, c'est un petit peu pareil. Il y a des questions qui... faut se poser la question, si une femme donne une gifle à un homme, l'homme va le rapporter, puis on va mettre ça comme la violence conjugale. Il faut voir aussi du côté de la personne qui reçoit, est-ce que moi, il y a un facteur qui m'apparaît important, c'est la peur. Si tu as peur de ton conjoint, là, tu es vraiment en état où tu subis de la violence. Tandis que si l'autre te frappe parce qu'elle est en maudit, mais que toi, tu es insolide et que tu n'as pas de problème avec ça, les conséquences vont être moins graves. Et donc, cet aspect-là ne ressort pas avec ces choses-là parce qu'on a voulu mettre des choses qui sont très claires qu'on les gens pourraient dire. Et c'est un petit peu une limite, je trouve, avec ces échelles-là. De notre étude, parce qu'en fait, dans l'enquête de santé générale, on a des questions sur les impacts de la violence. Il y a toutes sortes de questions sur le nombre de jours d'hospitalisation, le type de blessure, jours de travail manqué, etc. Mais là, comme vous voyez, on avait déjà en masse de variables juste pour cette étude-là qu'on n'a pas... C'était un des projets qu'on avait de regarder les conséquences selon le genre de la violence qui était rapportée. Puis on avait aussi des données sur la violence subie par les personnes de 65 ans et plus, donc pas seulement dans une relation de couple, mais par les enfants qui prennent soin et les ayants soin. Mais là, juste pour cette étude-là, on n'est pas allé là-dedans. Mais il y en a quand même, malgré l'imperfection de l'étude. Moi, j'aurais aimé qu'on ait des mesures plus psychologiques aussi, mais les mesures de conséquences sont très concrètes, le nombre de jours d'hospitalisation, etc. C'est intéressant quand même, là, ce serait intéressant, mais Statistique Canada a déjà sorti des chiffres à cet effet-là aussi. Puis ça doit aller dans le même sens que ceux de Québec là, qui sont sortis, à mon avis. Oui. Il y a quand même le danger de dire, ben non, la violence conjugale, c'est autant les hommes que les femmes qui la subissent. Puis là, moi, j'ai de la misère avec ça. Oui, par rapport à la prévalence, vous voulez dire, tout à fait. Mais là, on la qualifie pas non plus, là, la violence, à ce moment-là, à part de son type, là, mais... On a une question à Québec, est-ce qu'on peut la poser? Oui. Oui. Bonjour, Marc Roulier du Conseil du statut de la femme à la direction de la recherche. Je me préoccupe avec évidemment la statistique qui est véhiculée au niveau, on s'est auto-rapporté. Les différences avec les statistiques du ministère de la Sécurité publique sont assez
importante. Est-ce que vous avez pensé à faire un parallèle avec les statistiques? Parce que clairement, les femmes sont victimes davantage de violences conjugales, et il n'y a pas de doute là-dessus. Tout à fait. Statistiques. Mais peut-être que ça va dans le sens de ce que Madame vient de dire, c'est-à-dire que comme la violence que les femmes vont subir a plus de conséquences et plus grave, elles vont peut-être plus justement avoir si je ne me trompe pas, les chiffres que vous avez, c'est des signalements qui ont été faits, j'imagine, à la police ou... En fait, il faudrait voir là, sur le site du ministère, là, mais il y a clairement, c'est les faits rapportés, mais les faits aussi qui vont au tribunal. C'est une statistique très, très fiable. Oui, oui, tout à fait, mais c'est juste que comme ça serait super intéressant de les mettre, c'est ça un peu que je disais qui serait une autre étape à faire là, avec l'étude, c'est de mettre en parallèle les données statistiques qu'on a obtenues avec cette enquête-là, avec des données, disons, plus objectives là, en termes de signalement ou de cas qui ont été amenés en cours, qui ont été jugés pour les enfants. On parle des cas qui sont jugés fondés, par exemple, à la protection de la jeunesse, mais donc pour les adultes, on pourrait avoir quelque chose de similaire. Mais c'est un point de vue différent que ça nous donne. Hein. C'est pas qu'il y en a un qui est plus réaliste que l'autre, c'est juste qu'on a un point de vue différent sur la violence. On pourrait avoir un point de vue qui est plus en termes de sévérité ou d'impact si on utilisait, si on croisait dans le fond les données que vous avez avec, ou celles dont vous parlez avec celles de Statistique Canada. Ça a-tu du sens ce que je vous dis comme réponse? En fait, je pense que ma préoccupation pour moi, c'est vraiment les limites du conflict tactic scale. Il y a certainement des grandes limites et le message que peut véhiculer cette façon, moi, personnellement, ça me préoccupe. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui peuvent intervenir là-dessus, mais... Il y a quelqu'un qui lève la main. C'est sûr que il y a des avantages à cette enquête-là, c'est-à-dire qu'elle représente l'ensemble de la population canadienne, mais à cause de ça, il y a toutes sortes de limites. Donc, on peut certainement, par ailleurs, aller chercher des données autres puis les croiser. Ça, c'est vraiment tout un autre type là, de recherche. Il y avait madame qui voulait réagir. Un monsieur à Québec ou à Sherbrooke, je ne me souviens pas, disait je travaille, moi, à la Cour comme travailleuse sociale en violence conjugale. Puis, bon, un peu ce que le monsieur disait, je n'ai pas des statistiques officielles, évidemment, mais... On n'entend il pas. faudrait parler dans le micro, on n'entend pas. Puis ça, dans ma pratique, ce que j'observe, c'est vraiment... au moins 90% de femmes qu'on rencontre. Évidemment, on rencontre des hommes qui sont victimes aussi, mais moi, j'estime que c'est pas dans un cadre où la dangerosité est aussi grande et la sévérité aussi grande que celle des femmes. Alors, je ne sais pas si ça peut... évidemment, je n'ai pas de chiffres à l'appui en ce moment, mais c'est vraiment ma pratique quotidienne. Tout à fait. Les limites qu'on a toujours avec les échantillons de personnes qui viennent consulter, c'est qu'on sait que c'est des personnes qui vivent les violences les plus sévères, généralement, ou qui ont les conséquences les plus sévères. C'est comme ça dans tous les aspects, là, en psycho, notamment, là, quand on prend des consulter, on sait que c'est les gens qui ont le plus de problèmes psychologiques, nécessairement. Donc, ça a une limite certaine. En même temps, ça nous donne des informations sur les personnes qui ont le plus besoin d'aide. Ça nous donne cette information-là. Puis, effectivement, là, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on a à croiser ces informations-là pour avoir une vision plus réaliste, là, disons, de la réalité de la violence. Là, on voulait juste faire un portrait de ce qui nous permet de prédire la violence. En fait, on s'est demandé, puis là, je me demande si ça aurait été pas mieux de l'enlever, mais on s'est demandé plusieurs fois si on mettait les données de prévalence, parce qu'il faut qu'on parte de ça juste pour savoir de qui on parle dans les faits, hein, combien d'hommes, combien de femmes, etc., font partie de nos sous-échantillons. C'est vraiment une mesure descriptive pour nous. Mais on se dit, tant qu'à l'avoir, on va rapporter la prévalence canadienne quand même auto-rapportée de ça. Mais je constate que c'est ce qui fait toujours le plus réagir quand on parle de taux de prévalence, au-delà de qu'est-ce qui peut prédire la violence, par exemple, puis comment on pourrait utiliser ça pour développer des programmes. Peut-être qu'on pourrait juste continuer, puisqu'il y avait d'autres conclusions plus cliniques, là, si on veut aller un petit peu... Ça, c'est la même... un petit peu plus vers la prévention. Peut-être que vous avez, je ne sais pas si vous avez des suggestions. Il y a l'air d'avoir beaucoup de gens qui interviennent dans des organismes auprès de femmes violentées, par exemple. Une des choses qu'on est en train de faire en parallèle, en fait, je peux vous en parler un petit peu, c'est de voir justement dans les ateliers de prévention de la violence dans les relations amoureuses et surtout de la violence sexuelle chez les jeunes au secondaire,
de voir est-ce que les ateliers sont aussi efficaces pour tous les jeunes. Bon, ça, c'est l'objectif principal, là. Mais plus spécifique, c'est est-ce qu'il est aussi efficace pour ceux qui ont déjà vécu une agression sexuelle durant l'enfance, par exemple, et aussi pour ceux qui ont déjà perpétré de l'agression sexuelle, donc avant de recevoir l'atelier. Donc là, à la fois les hommes et les femmes, on va demander à tout le monde, est-ce que vous avez été victime, est-ce que vous avez perpétré de la violence sexuelle dans une relation de couple ou à l'extérieur d'une relation de couple, et de voir est-ce que on a à adapter nos programmes de prévention, dans le fond, pour des personnes qui nous disent oui à une de ces deux questions-là. Donc, et autant pour les hommes que pour les femmes dans ce contexte-ci, parce qu'on pense que les programmes de prévention de l'agression sexuelle dans les relations amoureuses des jeunes ne seront pas efficaces pour les jeunes qui sont déjà dans une trajectoire où ils vont perpétrer de la violence. Donc, il faudrait, puis si on constate ça effectivement dans l'étude, il faudrait qu'on adapte ces programmes-là. Ça fait longtemps qu'on le dit, là, que les programmes de prévention doivent être adaptés aux jeunes qui ont déjà été violentés, parce qu'on sait qu'ils sont plus vulnérables et pour toutes sortes de raisons vont pas entendre le message qui est transmis là, dans le programme de prévention. Autant les hommes que les femmes, on n'a pas de données là-dessus. Donc ça, c'était une des choses d'adapter à la population plus vulnérable versus des programmes qui sont pour l'instant universels. Donc on veut cibler tout le monde pour prévenir le plus possible d'agressions, mais de plus en plus, on constate là, que ce n'est pas nécessairement efficace de le faire. Et dans ce cas-ci, de viser ou d'inclure dans les ateliers de prévention des caractéristiques des conjoints, pas seulement des victimes, donc d'informer sur ça, sur ce fait-là, qu'un conjoint qui consomme excessivement de l'alcool, par exemple, ce qui était la caractéristique la plus intéressante dans l'étude qu'on avait, va faire en sorte que la personne est plus à risque de vivre de la violence, évidemment. Avez-vous d'autres... je peux vous laisser sur la question, mais d'autres questions par rapport à cette idée-là de comment on fait pour adapter nos programmes de prévention, dans le fond, à l'aide des données qu'on a, à l'aide des facteurs de risque qu'on connaît aujourd'hui là, pour les Canadiens et les Canadiennes